Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue sur le stand EPA Urban Planners. Aujourd'hui, on va avoir un regard croisé avec les établissements publics d'aménagement qui sont présents sur le stand autour de la thématique suivante, donc construire bas carbone, les approches innovantes pour l'éco-construction. Alors, récemment, vous le savez, le gouvernement a souligné l'impératif de décarboner le secteur de la construction en faisant du logement un moteur de la transition écologique. Alors, les réflexions et actions que vous allez voir aujourd'hui ont été entamées par les établissements publics d'aménagement il y a déjà plusieurs années, mais elles s'inscrivent aussi aujourd'hui dans le cadre des réflexions qui ont été données lors des conclusions du CNR Logement en juillet 2023 et aussi dans le cadre des groupes de travail qui ont été lancés il y a un an par le CNR. Alors, dans ce contexte, la construction bas carbone est un impératif. Les approches innovantes et l'éco-construction sont plus que jamais au centre de nos préoccupations. Et aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir Valérie Lassec, directrice générale de l'EPA Bordeaux Eure-Atlantique, Soraya Amrioui, qui est directrice générale adjointe à l'aménagement de Grand Paris Aménagement, Jean-Baptiste Ray, directeur général adjoint de l'EPA Marne EPA France, Nicolas Pelé, directeur adjoint de l'aménagement de l'EPFA Guyane, Emmanuelle Serdelli, directrice du pôle aménagement de l'EPAMSA, et Stéphane Gillot, directeur de la stratégie du développement et de l'innovation de l'EPA Euro-Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par vous, Jean-Baptiste. L'EPA Marne, EPA France, vous faites partie des aménageurs qui sont les plus enclins à anticiper et intégrer au mieux les performances environnementales dans vos opérations immobilières. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, peut-être pour situer un peu l'enjeu, l'intérêt qu'on a en tant qu'aménageur public, c'est qu'on peut intervenir sur la notion d'éco-construction à une échelle large et sur différentes thématiques. C'est important de ne pas résumer l'approche des aménageurs uniquement sur l'immobilier. Typiquement, sur un territoire comme le nôtre, sur 44 communes sur l'Est Île-de-France, on intervient à une échelle plurielle, c'est-à-dire travailler avec les collectivités sur les documents référentiels, les ambitions d'éco-construction sur le territoire. On intervient sur les projets de transport, le sujet de mobilité décarbonée, les circuits courts, très important aussi pour l'éco-construction, où on utilise par exemple les terres excavées des projets de gare du Grand Paris Express pour nos projets d'espace public ou encore sur le Val d'Europe, les terres excavées sur les bassins d'eau pluviale pour en constituer des merlons acoustiques et paysagers autour de Disney. Donc ça, c'est une approche qui est également intégrée. Sur nos projets, on travaille aussi avec les promoteurs pour faire en sorte que les matières soient acheminées dans des modes décarbonés. On a même une convention avec VNF sur le transport fluvial. Et donc, de cette approche globale territoriale jusqu'à l'approche du lot immobilier, c'est quelque chose qu'on a lancé sur des objectifs pluriannuels depuis 2015 aujourd'hui. Donc tant sur nos projets d'espace public, y compris d'ailleurs sur le réseau de chaleur où on travaille aussi beaucoup avec les collectivités et les opérateurs. On est désormais dans une stratégie globale affirmée depuis maintenant 8 ans sur le territoire. Et donc ce qui était pour nous très innovant en fait en 2015 est un acquis aujourd'hui. Donc l'innovation aujourd'hui c'est plus sur la pluralité des objectifs de performance qu'on cumule sur des opérations, avec quand même la réalité du contexte actuel pour faire en sorte que les opérations restent faisables et qu'on sorte sur des prix de sortie appréhendables sur le marché local qui est celui de Marne-la-Vallée. Donc ça c'est très important. Donc c'est ce qui fait que par exemple sur le bois en 2015 on a fixé une ambition pluriannuelle de 30% d'utilisation du bois dans nos opérations immobilières de logement. L'histoire a fait qu'on n'est pas à 30%, on est à plus de 50% depuis 2015 en moyenne sur nos opérations. Et donc ce qui était en utilisation de bois très innovant en 2015 est aujourd'hui parfaitement intégré par tous les partenaires immobiliers avec lesquels on travaille. Et sur les différents défis de notre projet stratégique opérationnel, que ce soit sur la mobilité, l'urbanisme favorable à la santé, bien évidemment l'approche du biosourcé et du bois est partie totalement intégrée dans notre démarche. Sur le slide suivant peut-être. Non, le suivant, voilà. Donc sur quelques chiffres pour montrer, par exemple sur l'activité 2022, 56% des opérations lancées en 2022 ont été faites avec l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés.
56%, c'est sur la totalité de notre production immobilière. Donc ça représente 88% sur les opérations de logement. Donc c'est une approche aussi qui est désormais intégrée aussi sur les activités économiques, avec des niveaux de prescription élevés. Alors là aussi, on est des gens assez pragmatiques. Donc on le fait lorsqu'on sait que le contexte est faisable et on sait que les opérateurs vont pouvoir tenir jusqu'au bout ces ambitions de label ou de niveau de performance. Si on prend par exemple le pacte bois biosourcé qu'on a signé en 2020 avec Fibois, ça sous-entend que 40% de la surface de plancher est un matériau biosourcé sur la totalité des opérations labellisées. Donc ça fait près de 100 000 mètres carrés développés sur toutes nos opérations en 2022 et avec des opérations qu'on considère assez intéressantes sur l'utilisation de la brique en terre crue, sur l'utilisation du biosourcé, jusqu'à des projets d'hôtels qui étaient a priori pas forcément intégrés dans notre logique en 2015. On était très focus sur les logements. On a ici une petite rétrospective du nombre de logements engagés par an en bois. Et ces chiffres, on les donne parce que c'est des projets qui ont été au bout. Donc on n'a pas intégré, bien évidemment, les projets qui, pour une raison autre, n'auraient pas pu aller au bout. Donc on est sur une moyenne entre 800 et 1000 logements engagés par an avec le bois intégré au procédé constructif. Donc c'est vrai que quand on était en 2015 et qu'on a commencé à annoncer ces ambitions-là, de 30% minimum sur les logements, on a été considérés un peu comme des extras terrestres. Et en fait, on se rend compte que le marché a su répondre, alors qu'il faut le reconnaître, la filière bois n'est pas encore totalement structurée en mode industriel. Et donc on a quand même réussi à avoir des partenaires qui nous ont suivis sur ces ambitions. C'est exactement la même chose sur la partie énergie, où on a anticipé, comme d'autres PA, depuis très longtemps, la RE 2020. On était déjà sur des seuils de RT 2012, moins 30, moins 40% sur beaucoup d'opérations. Donc là, sur le seuil 2025, c'est quelque chose d'ailleurs où tous les EPA sont aujourd'hui contraints par notre tutelle. On doit produire 50% de notre production en RE 25 dès 2023 en promesse de vente. Donc c'est quelque chose de très engageant et le seuil 2028 est également annoncé dans les objectifs. Donc c'est quelque chose qui nous engage tous sur cette ambition-là. L'enjeu derrière, c'est de faire en sorte que le prix du foncier qu'on propose rende faisable l'opération. Et là aussi, nous, dans notre approche, depuis 2015, toutes les charges foncières de nos opérations sont fixées à l'avance dans les règlements de consultation. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une approche qui a fait qu'on a évité la surenchère sur le foncier et on a pu, du coup, garantir, in fine, la faisabilité des projets et les prix de sortie des opérations. Une approche qui est assez commune à d'autres établissements publics d'aménagement, vous allez voir. Je vais, merci beaucoup Jean-Baptiste, je vais passer la parole à Valérie Lassec. Aujourd'hui, Bordeaux-Atlantique, et ce depuis longtemps aussi, répond complètement à ces enjeux avec beaucoup d'anticipation comme le PA Marne, le PA France, et notamment sur des projets d'aménagement, des friches industrielles, des espaces ferroviaires, et la nécessité systématique d'anticiper le cycle de vie des bâtiments. Alors effectivement, avant de commencer et de répondre à la question, d'abord je voudrais nous féliciter collectivement. Je suis très heureuse de vous accueillir à Bordeaux et qu'on ait cette occasion d'échange croisé sur ce qui fait le cœur de nos actualités et ce qui nous permet effectivement de bénéficier de ce qui nous rassemble et en même temps de s'inspirer les uns des autres. Donc voilà, je boude pas mon plaisir d'être avec vous ce matin et effectivement de m'appuyer sur ce que vient de dire Jean-Baptiste. Il y a énormément de choses qui sont le socle commun des EPA. Les orientations stratégiques de l'État sont très claires et la décarbonation, c'est un des axes majeurs. Donc forcément, en tant qu'aménageur, on a une réponse en deux temps, à la grande échelle de l'aménagement et ensuite à l'échelle du bâtiment. Et on a des spécificités sur nos territoires. À Bordeaux, Euratlantique, on a un périmètre de OIN qui est très très vaste, 738 hectares, mais essentiellement de friches industrielles et ferroviaires. Ce qui fait que pour nous, le zéro artificialisation nette a été intégré dès l'origine du projet finalement. Et donc c'est une contrainte qu'on a assimilée très vite, avec un enjeu de désartificialisation, de désimperméabilisation des sols et du coup de décarbonation du territoire par les infrastructures, par les démobilités qu'on va rechercher et la façon dont on va faire la ville sur elle-même. Donc faire la ville sur la ville, c'est évidemment un axe essentiel pour décarboner, c'est permettre la ville des courtes distances justement pour éviter les mobilités contraintes. Et donc en travaillant à l'échelle de l'aménageur, finalement, on donne des réponses en termes de décarbonation qui sont essentielles au bilan carbone global. Et comme on sait qu'il faut éviter toutes les tonnes, celles qu'on évite à travers la démobilité et la construction d'une ville de courte distance, c'est essentiel à la réponse qu'on doit apporter à ces échelles-là.
Sur les bâtiments, c'est l'axe d'anticipation qu'on a recherché à travers d'abord des prescriptions très fortes avec les mêmes cahiers des charges très exigeants vis-à-vis des promoteurs et la fixation des prix en amont pour les choisir sur la qualité des propositions qui nous sont faites, que ce soit en matière de logement, mais aussi en matière de bureaux, d'équipements publics. Et on travaille nous-mêmes en maîtrise d'ouvrage sur la décarbonation des infrastructures, avec là aussi des entreprises qu'on va aller chercher sur les procédés les plus innovants qui répondent à ce cahier des charges. Côté bâtiment, puisqu'on raisonne à l'échelle de la ville du long terme, en fait, on va chercher une ville pérenne dans le temps, et donc les matériaux, le choix des matériaux est pas anodin. On va travailler sur tout le cycle d'exploitation du bâtiment et donc sur leur réversibilité. Donc ce qu'on prescrit aujourd'hui doit être adapté à tous les usages possibles. Et donc on va chercher l'hybridation, on va aller chercher la réversibilité, à la fois théorique bien sûr, et pousser un cran plus loin sur le bâtiment qu'on voit, c'est le projet T-Bio. C'est le bâtiment capable de tout. Et donc capable au sens où au stade du permis de construire, on n'a pas affecté les surfaces. Donc pour la première fois, on a réussi à ne pas remplir un CERFA, ce qui est quand même une belle prouesse, et donc à affecter des mètres carrés, soit en logement, soit en bureau, en atteignant l'ensemble des prescriptions requises pour avoir un permis, à travers un permis du coup capable. Donc ce permis d'innover, ça nous a obligés à poser des questions très triviales et très techniques sur la portance des planchers, mais aussi des questions plus philosophiques sur la culture du risque et d'échanger avec les pompiers notamment sur les modalités d'évacuation d'un bâtiment dont on ne sait pas si on doit évacuer des habitants ou permettre effectivement des salariés de rejoindre les issues les plus proches. Donc toutes ces questions-là, elles ont eu un impact sur la conception même du bâtiment, sur son format et sur les usages qui lui permettent une durée de vie bien plus longue. On a un autre exemple avec un parking tout bois, donc silo, qui sera réversible en bureau à travers la possibilité de creuser un patio à l'intérieur de ce bâtiment. Qui du coup est le parking le plus agréable qu'on connaisse finalement, puisque le bois est apparent et on en retient tous les bénéfices à la fois carbone et d'usage. Les défis pour la réversibilité et pour le carbone, c'est effectivement d'aller chercher le bas carbone partout. Donc à travers le bois, on en a parlé. On a la chance, nous, d'avoir une filière plutôt structurée en Nouvelle-Aquitaine et des bois qu'on va chercher de manière très très proche. On a un engagement aussi dans la durée avec cette filière. On s'est engagé à faire 25 000 mètres carrés de bois par an pendant 10 ans. Et donc c'est ce qui nous permet effectivement de donner de la visibilité à la filière, de développer et d'insister sur les procédés constructifs et puis d'avoir ce principe de non-régression. À partir du moment où on a réussi quelque chose, on ne revient pas en arrière. Donc non, on ne revient pas sur des bétons quand on sait faire du bois. On ne revient pas sur des scores carbonés alors qu'on a su atteindre des scores carbone plus bas. Et on va chercher les paliers de la réglementation environnementale suivant parce que c'est essentiel et qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc anticiper, c'est le mot-clé finalement pour atteindre ces objectifs, aller un petit peu plus loin systématiquement. Stéphane Gillot, on va aussi parler d'anticipation avec vous sur le cycle de vie des bâtiments avec la mise en œuvre de la thalassothermie et des projets exemplaires qui visent finalement à établir des retours d'expérience. C'est aussi ce qu'on cherche à avoir sur des systèmes constructifs qui sont alternatifs en relevant des contraintes économiques assez importantes. Merci. Je voudrais remercier avant toute chose les équipes de Bordeaux Euratlantique d'avoir organisé effectivement notre présence commune. Je pense que c'est important. On a historiquement la capacité d'échanger de manière récurrente entre les différentes équipes, mais avoir des moments et des temps forts comme ça qui nous permettent de réunir, c'est aussi important. Donc merci pour cette belle opportunité. Alors on a sur Euroméditerranée une première partie de l'opération qui a démarré en 95 sur 310 hectares et qui est en milieu urbain très dense, puisqu'on est dans l'hypercentre de la ville de Marseille. Donc on a été sur une partie de l'opération qui était sur du déjà là et on a dû travailler cette caractéristique-là. Et on a, sur cette première partie de l'opération, effectivement travaillé avec les avantages comparatifs, les aménités locales. Et en l'occurrence, on est sur une opération qui est collée au grand port maritime de Marseille. Et donc, on est collé à la Méditerranée sur cette opération-là. On y a développé un quartier d'affaires assez important avec 750 000 mètres carrés de bureaux. Et puis, on y a construit du logement, etc. Enfin, comme
nos collègues le font sur leurs propres opérations. Et donc, on a très vite travaillé sur la problématique de l'énergie et de la capacité à exploiter cette dimension locale à partir du déploiement de blocs de géothermie marine, qui était une expérimentation, qui était une première en Europe, et qui nous a permis, avec un opérateur qui s'appelle Tassalia, qui dépend du groupe Engie sur cette première partie de l'opération, de répondre aux objectifs de la RT 2012, moins 78%. Donc on a vraiment focalisé sur ces problématiques énergétiques. Sur le volet bio-géosourcé, on est un peu moins bon pour le coup. Pour le bois, on n'y est pas du tout. Alors, je crois que nous, la différence, c'est qu'on n'a pas une proximité immédiate avec une offre disponible. Nonobstant que le département du Var, qui est à côté des Bouches-du-Rhône, est le deuxième département le plus boisé de France, après les Landes, mais n'a pas la capacité de fournir des besoins sur les modes constructifs. Et on a beaucoup travaillé dans une première phase sur tout ce qui était béton bas et très bas carbone, parce que là encore, on a une caractéristique un peu particulière de proximité, c'est qu'on a à Fos-sur-Mer, à 40 km de nos opérations, l'une des plus grosses plateformes industrielles au portuaire, avec de la production sidérurgique assez importante. Et donc les laitiers de cette production sidérurgique sont exploités dans la production de béton bas et très bas carbone. Et on a eu l'opportunité sur différentes opérations d'associer ces laitiers et ces bétons bas carbone avec des processus hors site. Alors je crois que le bois est très en avance sur le hors-site, mais on l'a fait aussi avec les opérations autour du béton bas carbone et avec la capacité à 40 km de nos propres opérations de pouvoir faire produire un certain nombre d'éléments béton bas carbone et les assembler sur site sur 2 ou 3 opérations qui sont assez emblématiques, notamment une école qui a été à la fois d'un point de vue architectural et technologique une réussite et une prouesse. Donc voilà, on est effectivement relativement en avance de phase sur les sujets énergie. Sur les sujets biosourcés, géosourcés, on est au début de l'histoire de regarder un peu les potentialités au-delà de ce qu'on faisait avec le bas et très bas carbone. Le bois est une des solutions, n'est pas la seule solution. On a cette problématique de la proximité des sources. On travaille là à l'heure actuelle, voilà un projet qui va sortir dans les mois à venir sur du béton de terre crue excavé. On essaye de travailler aussi ces technologies-là là, avec un opérateur que vous connaissez tous certainement qui s'appelle Saint-Gobain. Donc voilà, on est vraiment dans une phase là à l'heure actuelle où on ouvre les chakras et l'ensemble des possibles sur les différents types de bio et géosourcés et on n'a pas encore arrêté le fait que le bois était la solution chez nous et qu'on devait encore y travailler. Et puis je crois que, pour revenir à ce que disait Valérie à l'instant, on travaille nous aussi historiquement sur un volet très très urbain, très dense, et on part maintenant sur des friches industrielles. La deuxième partie de l'opération qui a été validée en 2007, voilà, on voit là une image assez caractéristique. On vient de racheter cette gare du Canet qui est une gare industrielle, on voit le port à l'arrière, et on va y réaliser une coulée verte et bleue de 16 hectares. Et là, on va pouvoir travailler aussi aux problématiques demain de la réutilisation des sols pollués, excavés in situ, avec différentes technologies qu'on est en train de déployer avec le BRGM, avec Aix-Marseille Université et le CNRS. Merci beaucoup. On va aller du côté de Grand Paris Aménagement avec Soraya Mrioui. Donc, aussi des enjeux sur l'énergie qui sont très, très importants. Agir de manière éclairée, favoriser le recours à des modes d'approvisionnement énergétique qui sont vertueux. Chez Grand Paris Aménagement, on cherche aussi à faciliter une mobilité décarbonée dans l'ensemble des décisions d'aménagement. Ça concerne aussi la construction. Merci Florent, bonjour à tous. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui nous rassemble ici, c'est qu'on cherche tous à avoir une approche systémique du sujet, c'est-à-dire à jouer sur l'ensemble des leviers qui doivent nous permettre de diminuer l'empreinte carbone de nos projets. Alors, je ne m'entends plus très bien, mais ça va. Donc de diminuer l'empreinte carbone de nos projets. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que finalement, on aborde chacun les choses de manière différente. Ce qui serait très inquiétant, c'est qu'on utilise tous les mêmes solutions, parce que généralement, quand on fait tous la même chose, ça finit par causer quelques désordres. Pour parler de l'action de Grand Paris Aménagement, un des premiers sujets pour nous, c'est de savoir où on intervient. Je crois qu'aujourd'hui, on est un producteur de carbone, on est un consommateur. En tant qu'aménageur, c'est inévitable.
Et donc, avant d'intervenir, avant d'agir, on est assez convaincu qu'il faut se poser 2 minutes et s'assurer qu'on le fait pour de bonnes raisons et qu'on va réellement délivrer du service, délivrer de l'intensité urbaine, délivrer de la qualité de vie qui va finalement justifier qu'on vienne ajouter de la matière, consommer de la matière. Et donc, de ce point de vue-là, on a fait le choix, et je pense que c'est convergent au sein des établissements, de réduire notre intervention, voire d'arrêter notre intervention sur des territoires où il y a consommer des espaces naturels et de renforcer évidemment notre action sur le recyclage de la ville sur la ville. C'est pour nous très important aussi de prendre à compter. C'est vrai que je pense que dans le milieu du bâtiment est assez en avance finalement là-dessus. En tout cas, le milieu du bureau, à l'échelle de l'aménagement, ça reste aujourd'hui de l'ordre de l'innovation. On a un certain nombre d'outils qui commencent à être installés sur le secteur et donc on a fait le choix de systématiser le calcul de l'empreinte carbone de nos projets pour là aussi nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Alors les grands déterminants de la consommation de carbone sont connus, on les retrouve évidemment dans nos projets, mais à chaque fois se poser pour reprendre les chiffres et s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on essaye en tout cas de minorer notre empreinte, on trouve ça fondamental. Après, évidemment, comme ça a été dit par mes collègues, on essaye de jouer sur l'ensemble des facteurs. Donc sur le volet de l'énergie, un volet très important et qui en plus a un effet vertueux. Que moins on va être consommateur, moins on va être coûteux également pour les habitants de nos futurs quartiers. Donc pour nous, c'est important de croiser, je dirais, la vertu environnementale avec l'intérêt pour les publics, l'incitation finalement des futurs usagers de nos quartiers à conserver ces objectifs vertueux et à en être les promoteurs futurs. Donc ça vaut évidemment pour l'énergie, mais ça vaut aussi pour notre action en matière de transport. Et donc s'assurer que finalement on donne envie d'utiliser des mobilités plus faiblement carbonées. Et donc évidemment, ça ne veut pas dire la fin de la voiture, mais ça veut dire travailler sur des petites choses, sur le stationnement, sur les tramviaires et les continuités entre mobilité douce, et puis sur les usages même au sein du bâtiment, des choses toutes bêtes, faciliter l'installation ou le garage de vélo cargo dans des locaux vélos. Ça peut être vraiment des petites choses qui finalement vont donner envie de remplacer une mobilité par une autre plus vertueuse. Et là-dessus, on se fixe des objectifs assez ambitieux. Sur l'immobilier, évidemment, qui est peut-être le secteur où les choses sont les plus significatives aujourd'hui. On retrouve évidemment les ambitions qui sont portées par l'État dans nos projets d'aménagement, donc que ce soit la labellisation biosourcée qui est vraiment intense aujourd'hui dans nos projets. On a 50% de notre production aujourd'hui qui est labellisée niveau 2, 30% qui est labellisée niveau 3 et on a atteint ces objectifs dès aujourd'hui. On souhaite, alors là pour le coup on n'y est pas encore, privilégier le bois français au moins dans 30% de notre production bois. Il faut qu'on travaille là-dessus, clairement. C'est quelque chose qu'on a du mal à sourcer pour le moment et c'est vrai que ça s'inscrit un peu dans la même logique qui a été évoquée par le PA Bordeaux-Atlantique, de pouvoir donner aussi de la visibilité à la filière et s'assurer que cette filière s'organise pour répondre à notre besoin et l'anticipe. Donc là aussi donner sur les 10 prochaines années de la visibilité sur ce que nous allons produire. Voilà en quelques mots. C'est très, très intéressant parce qu'on a entendu avec les 4 premières interventions l'importance de l'échelle locale sur les matériaux qu'on utilise, comment on travaille les modes constructifs, sur la manière dont on évolue, sur le nombre d'années, comment on prévoit sur le long terme. On va aller sur un territoire très particulier, Nicolas Pellet, qui est la Guyane, vous allez nous en parler. Donc il doit relever des défis qui sont aussi majeurs, consignant à la nécessité de répondre à des besoins en logement qui deviennent de plus en plus importants. Face à donc une pression démographique qui est forte, des infrastructures qui seront parfois en déficit et des exigences de décarbonation aussi du secteur et de conformité à des normes comme le ZAN par exemple. Merci beaucoup. Effectivement, donc il y a une petite slide sur ce qu'est la Guyane. Donc la Guyane, c'est 96% de forêt. La grosse différence avec mes collègues des autres PA, c'est que nous, on n'a pas de friche industrielle ni de friche ferroviaire. On travaille en extension
voilà, on travaille la ville en extension sur la forêt. Donc on déforeste et donc on essaye effectivement dans le cadre de nos opérations de valoriser toute notre défriche à travers la biomasse par exemple. Et effectivement, nos besoins et nos attentes sont absolument pas les mêmes qu'en métropole, que dans l'Hexagone, pardon. Puisqu'effectivement, très forte natalité, une population qui est censée doubler d'ici une trentaine d'années, et donc un besoin en logement qui est très important, sachant que une grande part de la population et une grande part de l'urbanisation à l'heure actuelle en Guyane est de l'urbanisation spontanée. Donc de plusieurs types, on retrouve autant des favelas type brésilien que de l'urbanisation. Donc ça c'est de l'urbanisation spontanée. On a l'impression que c'est un lotissement, ça ressemble à un lotissement, mais comme vous voyez, ce sont des pistes. Vous avez quelques constructions en tôle. Donc on a des besoins en logement et des besoins de retravailler des espaces déjà urbanisés dans le cadre de RHI, par exemple. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes typologies. Donc voilà, là c'est un quartier de à peu près 3 à 4 000 habitants en urbanisation spontanée. Donc effectivement, on réfléchit à la décarbonation dans le cadre donc une éco-conception avec en prenant en compte les études qui se rapportent à. Alors nous on n'a pas la RT 2020, mais c'est la RT ADOM et on essaye de prendre en compte la Euro 2020. Mais effectivement, on fait de l'éco-conception, on fait de l'éco-aménagement, puisqu'on essaye effectivement le plus possible de ne pas importer des matériaux qui viennent de France, donc qui font 8000 km en bateau, en utilisant effectivement donc le bois ou la latérite. Donc la latérite, c'est une terre rouge qui est très abondante en Guyane, et donc on s'en sert pour faire par exemple du béton latéritique, ce qui permet de réduire les coûts de construction et effectivement les coûts carbone de venue du matériel et idem pour le bois. Donc on se sert du bois, on se sert de notre bois sur place pour effectivement faire des aménagements en termes de mobilier. Donc effectivement, c'est des gros défis à relever. C'est pas une dichotomie entre les objectifs de nos tutelles et la réalité du terrain. C'est un grand défi pour le PFA Guyane, mais il y a un vrai besoin. Il y a des ressources locales qui nous permettront à terme de développer des filières locales et donc voilà, de travailler. Donc là, on voit effectivement ce qu'on peut faire avec le bois qu'on retrouve sur place, comme type d'aménagement, donc soit du mobilier, soit des clôtures. Et donc ça c'est l'écoquartier Georges Tilly à Rémire-Montjoly. Donc voilà, vous voyez des candélabres en bois cathédrale. Idem avec la latérite. Donc ce qui permet d'avoir un matériau, une couleur, une fonction dans les espaces publics. Donc là, effectivement, l'utilisation de matériaux locaux dans le cadre de l'éco-construction avec des CPAUP qui obligent nos prospects à utiliser des matériaux locaux. Donc là, l'utilisation de bois, l'utilisation de briques de Guyane et dans une moindre mesure la latérite. La latérite, c'est plutôt effectivement pour les aménagements publics. La brique de Guyane. Bon, ça on pourra en parler peut-être un peu plus tard, donc c'est dans les nouveaux projets. Vous rencontrez des défis aussi, il me semble, le fait de disposer d'ATEX, c'est assez... Alors effectivement, les défis qu'on peut avoir, c'est l'utilisation de nos matériaux locaux, puisqu'ils doivent faire l'objet de certification. Donc on parlait d'ATEX, effectivement c'est pour les bois guyanais, donc pouvoir les certifier, les utiliser après dans la construction. Effectivement, ça c'est un défi technique. Après on a des défis administratifs qui aussi sont assez problématiques, puisqu'on est contraint par de très nombreux risques en Guyane.
que ce soit le risque inondation, submersion marine ou mouvement de terrain, qui font qu'il y a un vrai travail d'éco-conception de nos projets, puisque en fait, c'est construire la ville avec l'eau et dans l'eau, en fait, tout simplement, sans utiliser beaucoup de remblais. Merci beaucoup Nicolas. On va passer à vous Emmanuel Cerdelli. Donc pour les PAMSA, beaucoup de démonstrateurs aussi bois, dont une halle gourmande, on va en parler, qui témoigne aussi de l'engagement en faveur du développement durable au cœur d'écoquartiers. Des initiatives fortes aussi orientées sur la construction bois, également comment on façonne l'espace urbain durable. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Mais écoutez, merci. Déjà à dire qu'effectivement, nous, on essaye de rattraper notre retard, mais qui s'explique aussi par notre contexte local. Les PAMSA créés en 97 étaient sur le secteur de Val-de-Seine, de Conflans, Sainte-Honorine, Cherches jusqu'aux portes de Normandie. Donc le long de la Seine. Donc on a 80% de nos zones placées sur des sites industriels, dont on a accompagné la démolition, la remise en état des sols pendant 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, on n'a que 30%, 20% de nos AC réalisés. Par contre, on est extrêmement bien placé du point de vue de la ressource. Je pense qu'il y a un autre slide où on pourrait voir justement peut-être la suivante. Voilà. On est effectivement, voilà, vous voyez Rouen, la Normandie, et nous, on est effectivement après les Andelys jusqu'aux portes de l'Île-de-France. Et évidemment, ces sites étaient déjà très bien embranchés par du transport fluvial. Ils étaient à proximité déjà de sites, de plateformes mutualisées industrielles. Et on bénéficie aujourd'hui, après un audit développement durable qui date que de 2021 pour nous, on a déjà pris conscience qu'on avait des atouts pour, comme le disent mes collègues, travailler sur cette démarche intégrée dès le stade aménagement durable. On garde 80% de nos sites, y compris pollués, dans l'aménagement. Le réemploi, c'est des choses que l'on maîtrise au niveau aussi de l'aménagement. Et on souhaiterait le faire sur des filières de recyclage, d'utilisation de produits effectivement liés de la pierre ou du biosourcé, puisqu'on a des carrières sur Carrières sous Poissy, pour les réutiliser dans nos opérations. Donc notre arrivée sur l'aspect bois proprement dit, c'est une signature qu'en 2021 avec le PAC Fibois, et on commence à expérimenter cette construction, mais en étant conscient de nos ressources. Notamment, là, sur cette opération à Carrières, peut-être celle d'avant, s'il vous plaît, c'est une opération, on est passé effectivement au niveau 3, poteaux, poutres, hêtres, qui arrivent donc de Normandie, qui vont être desservis au-dessus de Carrières sur le site de l'Écopole qu'on présentera cet après-midi à 15h avec le département des Yvelines, qui est un site de 40 hectares en branchée fleuve qui se trouve à moins de 800 mètres. De cette opération, on a encore 2000 logements à livrer. Et donc aujourd'hui, c'est un démonstrateur qui va faire un petit poussé qui va vraiment pousser, puisqu'on a vraiment l'ambition d'utiliser cette plateforme mutualisée maintenant à l'échelle de toutes les entreprises et de faire venir des acteurs de la filière bois à proximité ou biosourcés. Nous, c'est éco-construction, éco-gestion, également les matériaux, je le disais tout à l'heure, recyclage, l'utilisation dans les voiries de matériaux de recyclage. Et donc, on est en phase de développement sur ces sujets. Mais on va bénéficier de l'expérience de mes collègues, déjà d'une part, et de manière importante également, la connexion également grâce à l'initiative du département. On est à proximité de sites existants, Stellantis à Poissy, Industriel à Zalis, qui ont des réseaux de chaleur. Et on essaye de connecter nos AC à ces réseaux de chaleur, sinon on ne passera pas le cap 2028. Et donc voilà, on est dans un écosystème, comme disait ma collègue, assez favorable et qui ne demande qu'à s'accélérer. Merci beaucoup. Oui, j'en prie. On reviendra sur vos projets Oui. après si vous voulez, parce qu'il me semble qu'on... Oui, je sais que ça tourne là. Oui. C'est pour ça. Je reviens sur Jean-Baptiste très rapidement. Donc aujourd'hui, on a une position d'aménageur tous qui est hyper importante dans le secteur et l'importance justement d'aller vers de l'éco-construction et de le promouvoir. Aujourd'hui, vous devez aussi créer les conditions pour réaliser ces projets bas carbone. Vous parlez d'ambition fixée dès les consultations. Alors tout d'abord, le premier enjeu, c'est de faire en sorte que nos consultations soient déjà baquées sur le prix du foncier. Donc j'en ai parlé depuis 2015, c'est une démarche courante. Il y a un indicateur comme qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde le prix du foncier entre 2015 et aujourd'hui, on a augmenté que de 8% la charge foncière fixée dans les consultations. Ce qui, au regard du prix de construction et des prix des opérations, est assez remarquable. Pour autant, si vous vous promenez sur Marne-la-Vallée, la qualité des espaces publics s'est pas dégradée, bien au contraire. Je prends juste un exemple, un indicateur qui
sur lequel moi je suis personnellement très fier, c'est en 2025 qu'on réussira à faire 1 km de piste cyclable pour 1 km de voirie développée chaque année. Donc ça, c'est un indicateur qui joue, parce que la mobilité décarbonée, ça veut dire aussi de l'intermodalité pour faire en sorte que le territoire soit connecté correctement. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on a chaque année entre 10 et 20 consultations promoteurs. Et donc là, chaque cahier des charges de consultation est fixé en fonction du contexte. Typiquement, est-ce que c'est de la réa ou est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est un sol facile ou est-ce que c'est un sol difficile, que ce soit sur la topo, la géo ou la pollution? Donc on est à chaque fois face à des enjeux spécifiques sur chaque lot, et donc on essaye de pas trop se faire plaisir dans des ambitions qui seraient pas respectées ou faisables par les opérateurs qui se positionnent, parce que le pire, ce serait de fixer des ambitions sur lesquelles les opérateurs se positionnent et ensuite dégradent l'ambition au fur et à mesure que le projet se développe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a aussi chaque année des opérations consultées en shortlist, parce qu'on est sur des enjeux de programmation très spécifiques, très ambitieux sur de la mixité programmatique ou sur un contexte technique particulier. Et donc là, on choisit quelques partenaires de confiance avec qui on travaille bien et on les met en concurrence. Et puis on a le troisième seuil de partenariat, c'est le gré à gré. Ou par exemple en 2012, lorsqu'on a lancé la première tour bois-béton en France en 11 étages, là c'était un gré à gré parce que c'était de la R&D avec le promoteur et l'entreprise de construction. C'est ce qu'on fait actuellement d'ailleurs sur du béton 3D, l'impression 3D. On la teste avec un major du BTP sur du R+4, ce qui n'a jamais été fait dans le monde. On est resté sur du R+1 à ce stade. Et on a un troisième exemple d'opération qu'on appelle zéro gaspille, où au stade de la construction du chantier ou de l'ACV, enfin du cycle de vie, on va faire en sorte que tout soit fait via les filières de recyclage, de circuits courts, de gestion intelligente des déchets sur l'opération, que ce soit de l'eau pluviale ou les déchets de la vie des ménages. Et donc, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir trois types en fait de mise en concurrence entre guillemets, soit la concurrence avec des cahiers des charges spécifiques pour chaque lot, soit de la shortlist sur des cas très spécifiques, ou sur des grands enjeux d'innovation où là on est en gré à gré dès le départ, et puis on se fixe un calendrier d'études pour faire en sorte qu'on puisse définir si oui ou non l'opération est faisable. Merci beaucoup. Donc un rôle de prescripteur comme le fait Bordeaux Atlantique, aussi avec contribuer aux travaux nationaux. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? On est tous des gros prescripteurs, et effectivement avec des spécificités locales et une attention particulière au tissu local, mais effectivement on a un cahier des charges qui est clair, si possible, lisible, stable surtout. Et donc dans les prescriptions qu'on fait, évidemment on fixe les prix des charges foncières. On va aussi limiter les prix de sortie pour répondre à cet impératif de loger tout le monde, et donc de ne pas réserver la ville-centre aux ménages les plus aisés, parce que ça c'est un impératif important. Cette mixité programmatique nous conduit du coup à avoir des logements sociaux, de l'abordable et du libre, mais globalement de fixer un prix plafond au-delà duquel les promoteurs ne peuvent pas aller. La mixité, elle est aussi fonctionnelle, et donc ces équilibres, on doit les trouver dans tous ces paramètres. Et si possible, on va chercher la meilleure performance sur chacun des programmes. Là, on est en train de se réinterroger justement parce que les enjeux sont devenus tellement prégnants que on est en train de mettre à jour la feuille de route pour redéfinir les socles et retravailler ce cahier des charges qu'on leur impose, en ayant et pris la précaution de les tester ces hypothèses auprès d'eux. Et donc, on les a interrogés à travers un test opérateur pour aller les inviter finalement à tester ces curseurs en leur disant que évidemment on était intéressé à ce qu'ils les poussent au maximum. Donc la réponse qu'ils nous ont faite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas homogène. Ça veut dire qu'on a des promoteurs qui sont aujourd'hui capables de pousser les ambitions sur la construction bois décarbonée en tout cas, de manière bien plus importante que d'autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, selon les ambitions qu'on va fixer, on va pouvoir aller chercher des réponses variées qui vont travailler ce cahier des charges avec ce que disait Jean-Baptiste, une attention à ce que ce soit une certitude jusqu'au bout. Et donc le rôle de l'EPA, c'est en contrepartie de prescriptions particulièrement élevées, d'avoir un accompagnement et de prendre en charge une partie de la complexité. On le fait en amont sur tous les enjeux de nos AC avec les autorisations environnementales, les études d'impact et les fiches de l'eau finalement qu'on leur fournit et qui leur garantissent que les permis qu'ils vont déposer, ils peuvent être instruits correctement, ils iront au bout.
Et donc cette prise en charge de la complexité, elle se joue tout au long de la vie du projet, de la phase de montage qui prend un temps bien plus important qu'auparavant, mais qui garantit in fine que non seulement la livraison se fait dans des bonnes conditions, mais aussi que l'acceptabilité sociale, elle est au rendez-vous et que la satisfaction des habitants, elle est là aussi. Donc toutes ces difficultés, finalement, on les éprouve chacun, on les teste à notre manière. Et ce qui nous rejoint aussi, c'est qu'on les fait remonter au niveau national pour que ces enjeux d'homogénéisation des doctrines, finalement, elles puissent inspirer les autres équipes qui travaillent à d'autres endroits, sur d'autres contextes. On en parle beaucoup parce que l'accompagnement, quand on fait du bois, c'est aussi s'assurer que les prescriptions du SDIS, donc en termes de sécurité incendie, soient suivies et garantissent effectivement que ce projet bois, il va aller au bout et se dégrade pas de toutes ses ambitions décarbonées au fur et à mesure. C'est à nouveau des échanges longs, mais indispensables en fait, parce que il faut pouvoir vivre dans ces logements jusqu'au voilà. De manière consciente et conscientisée pour les habitants. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais quand même repasser une petite minute avec chacun d'entre vous pour évoquer aussi ce que vous faites au niveau des EPA. Stéphane Gio, très rapidement, un savoir-faire dans l'expérimentation de plus c'est moins et la mise en application de la RE20. Également un travail en commun avec le CEREMA. Vous pouvez y revenir très rapidement? Très vite, en une minute, je pense que, indépendamment de ce qu'on fait avec le CEREMA, le CSTB, enfin l'ensemble de l'écosystème qu'on connaît tous bien, l'avantage des EPA, c'est qu'on est des démonstrateurs ville durable à taille industrielle et qu'effectivement, on est des prescripteurs en avance de phase de tout un tas de sujets. Donc, on parlait de la mobilité tout à l'heure, on est aussi sur des questionnements de nous. La deuxième phase, on est sur le début de la zone à faible émission marseillaise. Donc, on travaille sur le déploiement de centrales de mobilité. Enfin, voilà, il y a tous ces questionnements-là. Et on est capable de solliciter les outils dédiés aussi, notamment, pour le coup, labellisation démonstrateur vie durable du PIA 4. Je parlais tout à l'heure des boucles de géothermie marine. Elles avaient été en partie financées par le PIA 2. Donc, voilà, je crois que l'intérêt des EPA dans cette démarche-là, c'est effectivement la dimension prescriptrice et la capacité à apporter une ingénierie un peu particulière et sur l'ensemble des périmètres, que ce soit la mobilité, l'énergie, les modes constructifs, les matériaux, etc. Merci. Emmanuel Serdilli, aussi au-delà des projets, des avancées sur la structuration des filières, du matériau jusqu'à son transport d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, nous, pour l'instant, effectivement, on réfléchit beaucoup, je le disais tout à l'heure, au réseau d'énergie à proximité. On va privilégier l'arrivée d'entreprises et cet après-midi, je vais présenter aussi l'arrivée d'Inoé sur notre site Ecopole, qui est sur l'ancien site à proximité d'Ecoport, qui souhaitait faire un accès saine et qui est une entreprise qui recycle des déchets de bois, qui en fait de la biomasse, et donc sur lequel pourra interconnecter l'ensemble de notre site. Donc nous, c'est quand même des enjeux extrêmement importants et qui va également mettre à disposition une plateforme mutualisée de matériaux. Je voudrais quand même aussi dire que, évidemment, d'un point de vue intellectuel et de formation de nos collaborateurs, c'est quand même une révolution. Pour nous, aujourd'hui, je suis très satisfaite d'être sur ce salon parce que j'apprends plein de choses. Mais pour nous, dans les cahiers des charges, effectivement, on a des AMO maintenant bois qui nous accompagnent parce que entre la phase amont jusqu'à la réception de ce qui se passe sur le chantier quand les poteaux-poutres arrivent complètement enrobés de plastique. Je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le vrai sujet d'avoir ce suivi sur le chantier de A à Z. Donc nous, on en est en train de changer notre organigramme pour avoir vraiment un suivi de chantier plus précis et pour pouvoir avoir des suivis de nos indicateurs. Je pense que ça, c'est pour rassurer les constructeurs qu'on sera assez vigilants aussi aux labellisations qui vont intervenir. Exactement, merci beaucoup. Et aussi, on revient un peu sur le temps long avec Grand Paris Aménagement, des engagements qui sont aussi très forts. On a eu l'annonce il y a quelques minutes de la création de l'association Hors Site pour fédérer les acteurs sur l'éco-construction et la manière de construire autrement sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus très rapidement en une minute, Soraya ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on serait incompris par les participants à cet échange si on n'évoquait pas le contexte économique qui aujourd'hui bouleverse les modèles économiques de la construction. Et c'est vrai que
on peut apparaître à rebours du moment avec nos cahiers des charges très ambitieux et notre objectif de pousser les matériaux géosourcés et biosourcés dans les opérations. Nous, on est convaincus que c'est juste pas du tout le moment de reculer, au contraire, et que c'est par la massification de ces nouveaux modes de conception et par le déploiement de nouvelles innovations dans les projets qu'on arrivera à concilier ces enjeux économiques avec la qualité des projets. Donc typiquement, notre action sur le hors-site s'inscrit dans cette logique. Aujourd'hui, on souhaite que 80% de nos projets d'ici 2030 soient conçus, réalisés hors site. Ça ne veut pas dire systématiser la 3D dans les opérations, ça veut dire être malin aujourd'hui et aller chercher le bon matériau, la bonne économie de temps, de matière, tout en poussant des produits de qualité. On sait qu'aujourd'hui, avec les équipes d'architectes qui nous accompagnent dans la conception des projets, on sait faire avec cette contrainte des projets très innovants et très intéressants. Et donc ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels on a envie de pousser les acteurs aujourd'hui. On a 3 démonstrateurs en cours, ça représente 500 logements de notre production qui sont aujourd'hui hors site, où on pousse à chaque fois les curseurs différemment. Donc un projet qui est très 3D justement, où on essaye d'aller au maximum concevoir en amont, où on est accompagné par une très belle équipe d'architectes, l'agence ITAR. Et puis nous avons aussi 2 démonstrateurs où on a essayé plutôt d'aller très en amont travailler avec les industriels. Donc là, l'acteur qui finalement nous amène la matière, de le mettre dès le début du process constructif et donc de pousser finalement les architectes avec qui on travaille à intégrer cette contrainte dès la conception pour faire les meilleurs projets et rentrer dans cette économie dont on ne peut pas s'écarter finalement, qui est un élément aussi avec lequel nous-mêmes nous devons apprendre à jouer. Également aussi pour conclure, une logique de partenariat qui est aussi très importante. Oui, tout à fait. Il y a une vraie logique de partenariat. Alors partenariat avec les autres PA, partenariat avec tous les acteurs de l'aménagement et de la construction en Guyane, hein, tout simplement. Il y a un besoin de développer les synergies à l'échelle locale avec de nombreux acteurs et de développer. Alors on parlait de démonstrateurs ville durable et démonstrateurs de la ville amazonienne durable, ce qui est quelque peu différent. Et effectivement, il faut vraiment recontextualiser. On n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Et effectivement, le fait qu'on soit à 8000 km de la métropole nous oblige à penser des logiques locales qui sont quelque peu différentes à celles de l'Hexagone. Donc vous l'avez tous compris. On parle beaucoup d'enjeux locaux, du territoire, apprendre à connaître nos territoires pour travailler au mieux dessus et promouvoir l'éco-construction et aussi répondre à cet enjeu de diminution de l'empreinte carbone de notre secteur. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir écoutés. À très vite.